Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. La France, sous la présidence d'Emmanuel Macron, a-t-elle une politique étrangère indépendante et cohérente? Et a-t-elle les moyens de cette politique? Pour en débattre, nous avons invité Frédéric Ancel, qui est géopolitologue, professeur de relations internationales et de sciences politiques à la Paris School of Business, maître de conférences à Sciences Po, directeur de séminaire à l'Institut de géopolitique. Vous intervenez également régulièrement à l'Institut des hautes études de défense nationale et vous êtes l'auteur de plusieurs livres. J'en citerai deux pour l'occasion: Mon dictionnaire géopolitique aux presses universitaires de France et le Que sais-je, qui vient juste de sortir sur les 100 mots de la guerre. Pour vous, Frédéric Ancel, est-ce qu'Emmanuel Macron a une politique étrangère et laquelle? Alors, je pense qu'il a authentiquement une politique étrangère. Est-ce qu'il a les moyens de cette politique? Ça, c'est une autre question, je pense qu'on y reviendra. Sa politique étrangère, elle est, me semble-t-il, fondée sur deux axes. Le premier, c'est assumer la puissance lorsque, notamment, il n'y a pas de pilote dans l'avion OTAN. Et on a vu qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion OTAN, si tant est d'ailleurs qu'il y ait un pilote à Washington, face à la crise turco-grecque, on va l'appeler comme ça, de ces dernières semaines, où Emmanuel Macron a élevé la voix avec manifestement un certain succès face à M. Erdogan. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est celui qui concerne la lutte contre l'islamisme radical et plus particulièrement le djihadisme au sein de cette grande coalition qu'on va appeler occidentalo-sunnite, qui va du Maroc à l'Égypte et à la Jordanie en passant par les Émirats arabes unis et à d'autres pays. On l'avait vu déjà à l'époque du tandem Hollande-Drian face à Daesh. Et enfin, si vous le permettez, j'en ajouterai un tout dernier, beaucoup plus récent, face à la Chine. Aujourd'hui, les services de renseignement français sont focalisés, beaucoup plus qu'auparavant, sur la menace chinoise, une menace qualifiée par Emmanuel Macron lui-même de systémique, c'est pas un terme faible, d'une part, et d'autre part, avec ce rapprochement militaire et politique très fort entre la France d'une part, et l'Inde, l'Australie et Singapour d'autre part. Alors j'en appelle à vos auditeurs à prendre bien évidemment, comme toujours en géopolitique, une carte, et notamment une carte de cette fameuse zone Indo-Pacifique, qui constitue l'avenir géopolitique du monde. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de manifestement assez cohérent. Marc Andevelde est journaliste, grand reporter d'abord à Témoignages chrétiens, puis à Marianne, dont vous avez été rédacteur en chef adjoint du service investigation. Aujourd'hui, vous collaborez à La Tribune, au Monde diplomatique, au Canard enchaîné, à Vanity Fair, et vous êtes l'auteur de deux livres sur Emmanuel Macron, L'ambigu Monsieur Macron et Le grand manipulateur. C'est sous-titré Les réseaux secrets de Macron, qui vient juste de paraître en poche dans la collection Point, comme le précédent, et où il est question notamment du Quai d'Orsay. Alors, même question, Marc, la France a-t-elle une politique étrangère aujourd'hui et quelle est-elle? Pour reprendre les termes de M. Ancel, je pense moi au contraire que pour l'instant la politique d'Emmanuel Macron à l'international est finalement assez incohérente et qu'ensuite se pose effectivement la question des moyens. A-t-il les moyens de ses ambitions? Et dans ma dernière enquête dans le Monde diplomatique, j'ai montré que, en tout cas, il s'était mis à dos toute son administration diplomatique, qu'il a qualifiée d'état profond. Et donc, voilà, on est dans les paradoxes du en même temps à l'international pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on est dans le ministère de la parole, mais on n'a pas forcément une stratégie très claire. Et au début de son mandat, il avait beaucoup insisté sur sa stratégie européenne. Il s'est finalement plutôt marginalisé par rapport à nos partenaires européens, y compris sur les dossiers récents sur l'arc méditerranéen et Turquie, contrairement aux commentaires des uns et des autres. Et donc, beaucoup de gens, en tout cas dans les interlocuteurs que j'ai pu interroger, des diplomates, des spécialistes, mais également des militaires français, se posent des questions quant à finalement la place de la France aujourd'hui dans le monde, qui est peut-être aujourd'hui une place assez faible finalement. Emmanuel Todd, historien, politologue, démographe, vous êtes l'auteur de très nombreux livres depuis la chute finale en 1976 qui prédisait la chute de l'URSS à partir de statistiques démographiques, en passant par après l'Empire en 2002 sur le déclin de la puissance américaine jusqu'au dernier en date, les luttes de classe en France au XXIe siècle. Nous y avions consacré toute une émission au moment de sa sortie en janvier dernier aux éditions du Seuil. Même question
question, Emmanuel. La politique étrangère de la France, c'est laquelle ? Je crois que Macron n'en a pas, mais je ne pense pas que ça soit complètement sa faute. C'est-à-dire que la France ne peut pas avoir de politique étrangère. Elle n'en a pas les moyens, ni les moyens économiques, ni les moyens militaires. Et particulièrement depuis la crise de 2007-2008, qui a vu l'entrée dans une crise profonde et surtout la perte par la France de son rang européen. C'est-à-dire que ce qu'on vient de vivre, c'est une situation où la France ne pèse plus la même chose que l'Allemagne. Et tout ça n'a pas été pensé et s'ajoute à cette situation de chute de puissance réellement catastrophique. Un pays qui n'était déjà pas très puissant, s'ajoute ce qu'on pourrait appeler une sorte de déficit cognitif. C'est-à-dire, là, je ne pense pas simplement à Macron, mais je pense à l'establishment géopolitique, pas simplement en France, mais dans le monde. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui n'a pas su réajuster ses concepts. C'est-à-dire un monde qui n'a pas compris que les États-Unis, avec Trump, changeaient de direction, qui n'a pas compris ce qu'était devenu la Turquie, qui n'a pas compris que l'Europe, maintenant, est un espace allemand où l'Allemagne ajoute ses poupées hollandaises, finlandaises, autrichiennes, à volonté. Donc, dans ce contexte, je crois que ça serait être dur de trop en vouloir à Macron. Mais cela dit, il a ajouté, finalement, il est fonctionnel dans cette situation, c'est-à-dire qu'il a remplacé une politique qui n'est pas possible par une agitation verbale incessante. C'est-à-dire, si on fait la somme de son activité depuis qu'il est président, on l'a vu agresser Trump, Poutine, et puis moins Poutine, et puis maintenant Erdogan. J'avais oublié la dureté avec les Anglais sur le Brexit. Donc on est dans une situation assez bizarre, où on n'a pas de politique extérieure, mais on a une incompréhension générale et un président qui s'agite dans une agitation de compensation. Alors le problème d'une agitation de compensation, c'est que ça peut ne pas être grave, mais on peut imaginer un jour, je ne sais pas, par exemple, dans ce qui se passe avec la Turquie, où cette agitation présidentielle met une France affaiblie en situation de difficulté. Alors justement, vous avez plusieurs fois prononcé le nom de la Turquie. Alors commençons justement par Erdogan. Le président de la République française a plusieurs fois tensé le président de la République turque. Alors pourquoi Erdogan Pourquoi est-ce que Erdogan se retrouve comme ça en face d'Emmanuel Macron à plusieurs reprises? Vous avez une explication, Frédéric Ancel, et est-ce que là aussi vous y voyez une cohérence? Moi, je vois une certaine cohérence, d'abord parce que ces deux personnages ne se qualifient pas des mêmes termes. Et la sémantique et la rhétorique diplomatique, ce n'est pas rien. On a d'un côté un chef d'État qui a été à plusieurs reprises parfaitement insultant, c'est en un seul mot, bien sûr, M. Erdogan. M. Macron, non, lui, il tient son rang européen, il tient son temps otanien. Son rang otanien, pardon. Qu'est-ce qu'on aurait dit, inversion de postulat, qu'est-ce qu'on aurait dit si, face aux menées qui, en droit international, sont tout à fait illégales de M. Erdogan aux abords immédiats de la Grèce et de Chypre et dans les eaux territoriales grecques et chypriotes, si personne n'était intervenu, et notamment pas M. Macron, alors qu'au sein de l'Union européenne, la France, finalement, avec le départ des Anglais, reste la seule puissance globale. Je ne dis pas que c'est une grande puissance, mais en tout cas, c'est la seule puissance globale, y compris sur le plan militaire, qu'on le veuille ou pas. Moi, ce que je constate, c'est que M. Macron a tenté, je dis bien tenté, de tenir un rang, peut-être un double rang, comme je le disais, Union européenne et OTAN. Je constate que, contrairement à ce qui a été dit, en Méditerranée, il a été accompagné par l'Espagne, le Portugal, la Grèce évidemment, mais également l'Italie, ce qui n'est pas absolument pas rien, que Mme Merkel a laissé faire, et d'ailleurs, puisque l'Allemagne, elle refuse de jouer son rôle de puissance globale, et on le voit bien d'ailleurs au Sahel et un peu partout, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? En tout cas, elle n'a pas commenté négativement la politique de M. Macron, et ce que je constate surtout, c'est que sur le terrain, très concomitamment, au moment où un bâtiment de guerre français voguait ou cinglait vers les eaux territoriales grecques et chypriotes, ainsi que 18 rafales prêtées à la Grèce, eh bien, concomitamment, à ce moment-là, M. Erdogan ramenait ses navires à bon port en Turquie. Donc on peut toujours ricaner, en réalité, de la puissance française. Je ne dis pas que nous avons affaire, pour l'instant, à un État doté des moyens d'une très grande puissance. Seulement là encore, et je le dis d'un mot, tout étant extrêmement relatif,
Est-ce que la Russie, est-ce que la Grande-Bretagne, est-ce qu'aujourd'hui même la Chine, est-ce que d'autres États comme l'Inde ou le Brésil disposent ou disposeraient des moyens de la projection diplomatique et militaire qui sont ceux de la France aujourd'hui? Mais la réponse est non. Tout est extrêmement relatif. Nous ne sommes certes qu'une puissance moyenne, mais il me semble, je peux me tromper, mais il me semble que le tandem Macron-Le Drian tente de tenir un certain rang, c'est-à-dire au moins celui d'une puissance moyenne forte. Marc Andevelde. Emmanuel Macron, il a, dès le début de son quinquennat, mis en avant justement ce concept de puissance. Ce qui n'était pas forcément quelque chose qu'on retrouvait dans la bouche, par exemple, d'un François Hollande. Il parle même de puissance européenne également. Il en avait parlé dans une interview au Point en août 2017. Il en a reparlé longuement l'année dernière dans l'interview de The Economist qu'il avait donnée. C'est dans cette interview-là, d'ailleurs, où il parle d'état de mort cérébrale de l'OTAN. Pourquoi je parle de cette interview-là? C'est important parce qu'on parle des humiliations d'Erdogan à l'égard de Macron. C'est à partir de cette interview-là que M. Erdogan a humilié, ou en tout cas critiqué très fortement, voire sur un plan personnel, Emmanuel Macron, parce qu'il a expliqué que c'était Emmanuel Macron qui était en état de mort cérébrale. Donc là, on n'est plus du tout dans le registre diplomatique. Et par rapport à M. Ancel, je dois dire qu'il y a quand même un bémol, par exemple, y compris sur l'Italie. Parce que oui, l'Italie, finalement, s'est mis dans la roue de la France ces dernières semaines, mais la crise vis-à-vis de la Turquie du côté méditerranéen, elle a débuté il y a déjà plus de 6 mois en réalité. Justement, lors de cette interview-là de The Economist avec Emmanuel Macron, les Turcs avaient déjà mis en avance leurs pions, que ça soit en Méditerranée, en Libye. Et là, pendant ce temps-là, la France a pas réagi. Emmanuel Macron a mis... en gros, il a commencé à réagir fin juin, pendant 6 mois, alors même qu'il avait fait de la résolution du conflit en Libye quelque chose d'important dans son agenda diplomatique. Durant ces 6 mois-là, il a perdu du temps. Emmanuel Todd, sur la Turquie. Oui, moi je ne suis pas du tout d'accord évidemment avec Frédéric Ancel, et je trouve sa conception de la vie internationale et du rôle de la France assez inquiétante et dangereuse, parce que c'est question de tenir son rang, d'honneur, c'est des grands mots. Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'une politique étrangère? Qu'est-ce que c'est qu'une diplomatie? Une politique étrangère, c'est qu'avant d'affronter des pays, on se trouve des alliés. Je veux dire, la recherche d'alliés, la recherche d'un système diplomatique, d'un système d'alliance, est la condition de l'action, particulièrement pour un pays comme la France. On s'est même rendu compte que même pour un pays comme les États-Unis, ça n'était pas possible d'agir sans alliés. Donc les alliés traditionnels de la France, sur le plan militaire, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, et dans une période antérieure, c'était la Russie. Et donc, je trouve que l'attitude qui consiste à dire « oui, personne n'y va, alors on y va », avec l'aide des Italiens, des Espagnols et des Portugais, qui sont des pays que j'adore, mais qui ne sont pas complètement rassurants sur le plan militaire, je veux dire, c'est quand même un peu risqué. Donc la question fondamentale qu'on doit poser, si on veut juger l'action de Macron, c'est est-ce que la France est capable d'affronter seule, militairement, la Turquie si les choses dégénèrent? C'est la seule question, en fait. Et quel est l'objectif de la France? Donc l'idée d'une France, j'entendais tout à l'heure Frédéric Ancel dire qu'on agissait sur la Chine, j'ai vu une sorte d'énumération incroyable de pays du monde, mais la France n'a pas vocation à agir partout dans le monde. En vérité, les zones d'action réelles possibles de la France, c'était l'Europe. Et là, on a perdu notre rang, puisque Frédéric Ancel a l'air de tenir à la notion de rang. On était dégradé d'un rang, on est devenu le sergent de l'Allemagne, et on ne peut rien faire sans l'accord de l'Allemagne. Elle laisse faire, disait-il. Et puis, il y a un domaine où la France peut agir, et en fait seule, et elle le fait, et souvent bien, c'est l'Afrique. Ça, c'est un domaine d'action réaliste, parce que la taille, la capacité militaire française, même s'il y a de grandes difficultés, sont tout à fait à l'échelle de l'Afrique. Mais il y a des moments où on se dit que peut-être, compte tenu des liens de la France avec l'Afrique de l'Ouest, c'est presque une affaire intérieure. Et est-ce que c'est de la politique étrangère? Mais je trouve que quand on parle de politique extérieure, il faudrait vraiment
que les Français rentrent dans un discours réaliste. Il est possible d'agiter des grands principes. Il est possible. J'ai entendu un jour, j'ai pris une leçon de géopolitique de la part de Villepin. En fait, je l'avais entendu, je crois que c'était en 96, au début de la présidence Chirac, il ne s'était rien passé encore. Et c'était un dîner chez Bernard Guetta, ce qui est assez improbable. Et j'avais entendu Villepin, que je ne connaissais pas à l'époque, dire qu'il fallait élever l'action internationale de la France au-dessus de ses moyens réels. Alors je me suis dit, ce type est dingue. Est-ce qu'on va être en guerre avec le Mali ou avec les États-Unis? En fait, on a affronté les États-Unis. Mais Villepin avait fait ce qu'il fallait. Et ce qu'il fallait, c'était se mettre d'accord avec l'Allemagne et avec la Russie, et c'était avoir une attitude claire, compréhensible de défense de la paix à l'échelle mondiale, qui, si elle n'a pas empêché la guerre d'agression en Irak, a quand même donné à la France, effectivement, une image mondiale extraordinaire. Le bénéfice moral et pratique pour la France a été incroyable. Et Macron, c'est tout le contraire. C'est une sorte de... Il n'y a pas de véritable tentative d'élever la politique de la France au-dessus de ses moyens réels. Il y a une sorte d'agitation verbale et de prise de risque. Tant qu'on insulte les Anglais, bon, pourquoi pas. Tant qu'on insulte les Américains, ils s'en foutent. Tant qu'on insulte Poutine, en fait, je le vois sourire. Mais avec Erdogan, dans une zone où on a déjà eu des problèmes militaires pendant la guerre de 14, et quand on sait ce qu'est l'armée turque, je ne suis pas complètement compétent sur ces sujets, je ne sais pas quel est le potentiel réel de l'armée turque, mais les Turcs se sont révélés capables à un moment donné de descendre un avion russe. Et la Russie, c'est quand même tout à fait autre chose que la France, donc on ne sait pas. Réaction de Frédéric Ancel. Non, mais là, non. On est dans la contradiction la plus totale. Donc, de deux choses l'une. Alors, soit on suit les Américains, il faudrait finalement être ce que les néoconservateurs, qui ne sont pas, bien évidemment, vos amis, n'est-ce pas, prônent, à savoir le suivisme vis-à-vis des États-Unis, soit lorsque précisément les États-Unis font des bêtises ou se replient devant une puissance qui agresse très concrètement nos alliés. Or, nous avons des alliés, contrairement à ce que vous dites. Nous avons beaucoup d'alliés, notamment au sein de l'Union européenne et au sein de l'OTAN, y compris dans le giron de la Turquie, dont on ne sait pas du tout et dont vous ne savez absolument pas du tout quelle est la compétence militaire. On ne sait pas du tout. On sait très bien que la soldatesque turque est capable d'aller chercher des mercenaires pour les envoyer aujourd'hui sur le front du Karabakh, et on sait très bien ce que la soldatesque turque a réussi à faire face à des civils syriens. Je suis désolé de vous le dire en tant que géopolitologue, on ne connaît absolument pas du tout les capacités turques. Moi, ce que je vois, c'est que sur le terrain, M. Erdogan a reculé. Oui, on a été extrêmement prudent. La preuve, c'est qu'il n'y a pas eu du tout d'incident, cher monsieur, et que c'est tellement vrai que M. Erdogan, qui lui connaît manifestement les avanies, ou en tout cas les très grandes difficultés de son armée, qui ne vaut d'ailleurs que parce qu'elle était au sein de l'OTAN, a reculé au moment où la France envoyait simplement un bâtiment de guerre. Ça, c'est une chose extraordinairement concrète. La deuxième chose, c'est que la France dispose, contrairement à ce que vous dites, de moyens et de relais diplomatiques, je dis bien diplomatiques et pas seulement militaires, mais également militaires, mais ne parlons que de diplomatie, ailleurs qu'en Afrique de l'Ouest. Ça, excusez-moi, c'est les vieux schémas des années 60. Tout à l'heure, j'évoquais l'Inde, l'Australie et Singapour. C'est pas comme vous le faites croire, toute une série ou une espèce d'inventaire à l'après-vert. Je cite ces trois pays que je connais un petit peu sur le plan géopolitique parce que il y a là une vraie cohérence, d'ailleurs pas seulement française, mais occidentale, pour, à terme, signifier à la Chine que le détroit de Malacca, entre autres, ne lui est pas acquis et qu'il ne faudrait pas qu'elle aille trop loin dans les menaces militaires. Donc la France, avec son membre, avec son rôle, enfin son statut de membre permanent du Conseil de sécurité et son droit de veto, qu'elle a d'ailleurs menacé à juste titre d'agiter à l'époque de monsieur du tandem Chirac-de Villepin en 2003, ce qui a contraint les Américains à bypasser en quelque sorte l'ONU. Et bien, grâce à cela, à son alliance extrêmement forte avec pas mal de pays dans le monde, contrairement à ce que vous semblez croire, reste une puissance importante. Maintenant, enfin, je parle de rang. Écoutez, c'est juste, il s'agit simplement, et là on va peut-être être d'accord là-dessus, de défendre ses intérêts et ses valeurs. La France, je n'ai pas dit qu'elle avait vocation à intervenir partout et toujours dans le monde. En revanche, je pense qu'elle a vocation à tenir son rang vis-à-vis de ses alliés face auxquels elle s'est engagée tout de même, et il y en a en Méditerranée orientale, y compris derrière
à l'est et au sud de la Turquie, et de tenir malgré tout ses intérêts. Et ces intérêts, on les défend en montrant parfois, je dis bien parfois, pas de manière impériale, mais en montrant de manière crédible ce dont on est capable, ou en tout cas sa détermination. Je conclus d'un seul mot, si vous le permettez. En géopolitique, la détermination de force vaut force. Il s'agit de montrer qu'on ne se laisse pas faire. Il ne s'agit pas d'agresser l'autre, mais de dire, et notamment à ses alliés, ils sont très nombreux, et pas seulement en Afrique subsaharienne, écoutez, si les Anglais sont partis de l'Union européenne, et que si au niveau de l'OTAN aujourd'hui, encore une fois, je le reprends, mon expression, il n'y a plus de pilote, eh bien que au moins, lorsque manifestement il y a violation, et ça a été absolument établi concernant les zones économiques exclusives en Grèce et en Turquie et à Chypre, lorsqu'il y a violation du droit international sur des zones où les intérêts français et où les alliés français sont très importants, eh bien, on le dit de manière polie, comme l'a fait Monsieur Macron, et on agit. Et je pense que ce n'est pas de l'agitation gratuite en quelque sorte. Alors, Marc Andevelde, Frédéric Ancel vient de dire qu'il n'y avait plus de pilotes dans l'avion OTAN. On a dit souvent aussi que l'Amérique n'était plus notre allié. Là, on parlait de l'Europe en général, pas seulement de la France. Qu'en est-il de la position d'Emmanuel Macron vis-à-vis des États-Unis, plus particulièrement vis-à-vis de Donald Trump? Ça pourrait changer demain si c'était Joe Biden. Mais est-ce que la politique étrangère américaine, elle, changerait? C'est une autre histoire. Alors, qu'en est-il? Est-ce que Emmanuel Macron est aussi atlantiste qu'on a reproché de l'être à Nicolas Sarkozy ou à François Hollande? Vous le voyez comment, vous? Alors, il est parfois difficile à suivre, Emmanuel Macron, parce que pendant la campagne présidentielle, il avait dit lui-même qu'il était gaulo-mitterrandien et qu'il mettait à distance les discours néoconservateurs. Il a fait plusieurs discours pendant la campagne très clairs à ce niveau-là. Il a critiqué l'interventionnisme français en Libye d'il y a quelques années, pour faire référence à Nicolas Sarkozy. Donc, il se plaçait quand même sur un rééquilibrage de la politique étrangère de la France, sur quelque chose de plus traditionnel. En tout cas, un équilibre entre les États-Unis, comme on dit, alliés mais pas alignés. Le problème là-dedans, par exemple, c'est que depuis notamment l'année dernière, enfin depuis 2019, mais il avait commencé à le faire dès le début de son mandat, il dit avoir entamé un dialogue avec Vladimir Poutine, et dans le même temps, il va avoir des positions très dures, par exemple sur le projet de gazoduc Nord Stream 2 qui est entre la Russie et l'Allemagne, et là, il est complètement dans un alignement avec les intérêts notamment américains. Et en plus, sur ce projet Nord Stream 2, dont on parle assez peu finalement en France, en Allemagne, Angela Merkel est furieuse des positions françaises du côté de l'Union européenne depuis plus d'un an. Donc là, on est à la fois dans des grands discours d'Emmanuel Macron. Au début, ces grands discours, c'était notamment « je suis capable de parler avec tout le monde », donc Trump, Poutine et tous les grands de cette planète. Mais en fait, tout à l'heure, Monsieur Todd parlait d'alliés. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a aussi la question de la confiance et de se trouver des coalitions d'alliés, et y compris sur le terrain européen, qui est pourtant, une thématique très forte chez Macron. Y compris sur le terrain européen, à plusieurs reprises, la France s'est retrouvée plutôt affaiblie, marginalisée, parce que, par exemple, sur la question libyenne, on s'est mis à dos pendant de nombreux mois les Italiens, parce que Emmanuel Macron avait fait justement des initiatives diplomatiques sans coordination avec les Italiens. Et ça a été le cas de plusieurs dossiers. C'est-à-dire, là, on retombe sur l'analyse que faisait M. Todd sur l'agitation macronienne, y compris au sein même de nos partenaires européens. L'agitation macronienne a suscité de nombreuses critiques. Et Macron, c'est d'une certaine manière affaibli de lui-même. Emmanuel Todd, une mini-réaction, 1 minute seulement, parce qu'il y a une pause, je vous redonnerai la parole après. Oui, je voudrais parler tout à l'heure un peu longuement du rééquilibrage du monde et du fait que la situation de la France est très très difficile dans cette situation, mais bien évidemment, je suis plus d'accord avec Marc Andevelde qu'avec Frédéric Ancel, ça me paraît une évidence. Mais si je n'ai pas le temps
J'avais un truc un peu long à expliquer, donc je suis un peu alors, désorienté. faisons la pause tout de suite et je vous donnerai la parole ensuite. On se retrouve dans un instant. Merci beaucoup. On est sur des bourses qui se portent bien, alors qu'on sait très bien que l'économie en général est très loin derrière. Les actions ne sont plus le reflet d'une activité humaine, ce sont de purs objets mathématiques. Est-ce que cette crise liée au Covid-19, elle a accentué ce décalage entre l'économie réelle et les marchés boursiers ? Ils sont déconnectés depuis déjà un bon moment. C'est depuis que les banques centrales ont une politique d'impression monétaire et ces fameux quantitative easing. Les gérants sont simplement là, comme des joueurs de casino, pour affecter le cash dont ils disposent. Le risque, c'est ça, c'est qu'à un moment, vous savez, comme dans les dessins animés, on se réveille et on s'aperçoit qu'on est au-dessus du vide. À l'époque, il y avait une concurrence qui était assez violente d'ailleurs entre les Russes et les Américains. Alors que j'étais destiné à voler avec les Russes, Oui. une opportunité s'est ouverte de faire partie du deuxième groupe d'astronautes européens qui m'a envoyé aussitôt à la NASA. Et là, j'ai une chance extraordinaire. La NASA m'a entraîné, qualifié, affecté en vol comme un des leurs. On est loin de la guerre des étoiles, là. On est quand même dans une espèce de confraternité et de solidarité. L'exploration au sens large est une activité en coopération internationale où on se rend service entre nations qui pourtant au même moment sont sujets d'embargo et de conflits géopolitiques. Ouais. Savoir est-ce que l'homme peut vivre et travailler dans l'espace, est-ce qu'il existe de la vie ailleurs, est-ce qu'on pourra un jour s'installer durablement sur d'autres corps célestes. Tout ça on le fait en coopération internationale malgré des tensions à la surface de notre planète. On reprend ce débat sur la politique étrangère de la France avec Frédéric Ancel qui vient de publier Un que sais-je, les 100 mots de la guerre, avec Marc Andevelde qui, dans son dernier livre, s'intéressait aux réseaux d'Emmanuel Macron, y compris ses réseaux en politique étrangère, et Emmanuel Todd, historien, politologue, démographe, l'auteur des luttes des classes en France au XXIe siècle. Alors la parole était à vous, Emmanuel Todd, et peut-être un mot aussi, puisqu'il en a été question, de la Russie. Marc Andevelde en parlait. On voit bien que Emmanuel Todd, d'un côté, dit qu'il faut se reprocher de la Russie, en même temps, la tient à distance. Alors là aussi, est-ce que ça fait partie de votre rééquilibrage, Emmanuel Todd ? Oui, c'est vous que je donne la parole. Je crois que on est dans une situation diplomatique et, je dirais, globalement, sans mauvais jeu de mots, très compliquée, parce qu'on est en train vraiment de voir que le monde de l'après-guerre froide est en train d'exploser. C'est-à-dire qu'on vit quand même, on a vu la survie un peu bizarre de l'affrontement États-Unis-Russie, avec une fixation des Occidentaux sur la Russie qui, de mon point de vue, a toujours été disproportionnée, injuste et soit cynique et malhonnête, soit paranoïaque. Et là, ce qu'on est en train de vivre, est-ce que les Américains, et particulièrement les gens autour de Trump, ont compris, c'est l'émergence de puissances rivales inattendues. Donc la Russie, c'est le contrepoids nucléaire stratégique, il n'y a pas de problème, c'est des technologies militaires, de défense antiaérienne avec le S-400 tout à fait spécifiques, mais c'est un rival simplement militaire. Et le problème réel pour les États-Unis maintenant, c'est l'émergence d'une part d'un rival global, mais pas militaire tant que ça tout seul, la Chine, rival économique, qui prend trop de place, et tout l'establishment géopolitique américain, là, a suivi Trump dans l'affrontement avec la Chine, et aussi, du côté de Trump, une hostilité croissante à l'Allemagne. Alors, autant les Américains s'accommodaient d'une Allemagne qui était le relais fondamental pour le contrôle de l'Europe, autant une Allemagne qui a pris le contrôle de l'Europe et qui se contrefiche de leurs demandes en termes de gestion économique, de relance économique ou de simple fidélité stratégique, ne leur convient plus. Donc on est dans un monde où l'Occident, au sens traditionnel, se fissure, ou plutôt l'Occident
culturellement redevient ce qu'il a toujours été ou ce qu'il était avant, c'est-à-dire l'Angleterre, la France et les États-Unis, avec l'Allemagne qui se retrouve dans une position autre, et puis un bloc russo-chinois artificiellement fabriqué par cette espèce d'hostilité maintenant maintenue vis-à-vis de la Chine. Et donc, en fait, moi, pour être un peu plus bref, il me semble que le conflit américano-russe stratégique est devenu totalement dysfonctionnel et empêche le rétablissement, je dirais, d'un ordre mondial. C'est-à-dire, j'ai l'impression que toutes sortes d'acteurs, qui sont malgré tout des acteurs de deuxième plan, sur le plan stratégique, militaire, l'Allemagne, on parlait de la Turquie, je parlerai de la Chine de la même manière, parce que sans les technologies militaires russes, les Chinois ne pourraient pas faire ce qu'ils font en mer du Sud. Et j'ai l'impression que tous ces acteurs qui devraient être secondaires profitent du conflit américano-russe pour se donner de l'espace, etc. Et pour moi, tenez, si j'étais président de la République française, et si j'avais une compréhension de ce monde, et si donc j'avais un cerveau, je me dirais qu'une position intéressante pour la France, ça serait d'abord de comprendre ça, de retrouver quelques petits réflexes gaulliens d'indépendance et de principe d'égalité entre nations, et plutôt que de courir sans arrêt derrière l'Allemagne, de vociférer dans tous les sens, je travaillerais à ce qui serait pour moi un avenir assez décent pour la planète, d'un rapprochement américano-russe. Alors, je reconnais que je suis un peu seul dans mon côté pro-américain et pro-russe simultanément. Mais là, vous pouvez penser, si vous passez dans le monde d'après, je trouve que sur le plan géopolitique, Macron est tout à fait dans un monde d'avant, mais un monde d'avant désorganisé par les évolutions économiques. Si vous vous projetez dans un monde d'après, dans ce monde d'après, la France, puissance d'équilibre, puissance moyenne, puissance incarnant des valeurs universelles d'égalité, pourrait jouer un rôle dans ce rapprochement. Mais on est tellement loin de ça. C'est comme si j'étais en train de rêver tout haut. La vérité de la France, c'est que bien loin de défendre des principes d'égalité entre nations, elle a participé, avec l'Allemagne, et en fidèle suivant l'Allemagne, à l'écrasement de la Grèce. Si vous voulez, ce qui m'a le plus choqué dans cette affaire turque, c'est d'entendre les gens dire, en France, mais on ne va pas laisser tomber la Grèce, on ne va pas laisser tomber la Grèce face à la Turquie. Mais compte tenu de ce qu'on a fait à la Grèce au moment de la crise financière, de ce qu'on lui a imposé, je veux dire, je ne sais pas s'il faut rire, pleurer, crier, mais c'est absurde. Et ça nous donne la garantie que s'il y avait un véritable conflit entre la Grèce et la Turquie, je suis prêt à parier qu'on laisserait tomber les Grecs une fois de plus. Frédéric Ancel. Il faudrait savoir, on les a pas laissés tomber il y a quelques semaines de cela. Donc ça, je pense que c'est encore une fois une contradiction totalement fondamentale. Par ailleurs, je pense qu'il faut. J'ai dit que si une véritable guerre. Richelieu, c'est pas rien quand même. Des 18 chasseurs bombardiers envoyés, on ne le fait pas tous les jours, hein, en 48 heures, en pleine période de crise, ainsi qu'un bateau de guerre flambant neuf. Me répondre sur mon projet d'un rapprochement américano-russe. Sur le rapprochement américano-russe, a des choses à dire sur un rapprochement entre américano-russe. Je pense que je vais vous rejoindre sur quelque chose lié à la Russie. Je pense très franchement que ces dernières années, quand je dis on, pas seulement les Français, beaucoup d'Européens, les États-Unis bien sûr, y compris avec Barack Obama, on n'a pas attendu Trump pour cela. Je pense qu'on a été omnubilé par une menace russe qui, me semble-t-il, est bien surévaluée. Et je ne le dis pas, et Frédéric Tadei le sait très bien, je ne le dis pas que sur cette antenne. Je pense que cette menace, elle est surévaluée. En revanche, et d'ailleurs, on a été poussés, nous autres, en Europe occidentale et aux États-Unis, notamment par un pays comme la Pologne, par les Pays-Baltes également, à aller sur une diplomatie toujours plus dure vis-à-vis de la Russie. Maintenant, je pense que M. Todt fantasme le rôle de la France quant à une possibilité de rapprocher Moscou et Washington. Cher monsieur, on ne nous attend pas,
ni à Moscou ni à Washington. Et si M. Trump ou M. Poutine ou d'autres présidents respectifs souhaitent se rapprocher, notamment face à une Chine de plus en plus dangereuse ou perçue comme telle, d'ailleurs c'était déjà le cas dans les années 70, je vous le rappelle, notamment en 72, si vous voulez, à Moscou et à Washington, on ne va pas attendre la France. Et la France, comme puissance moyenne ou moyenne grande, appelez ça comme vous voulez, ne va pas pouvoir jouer un très très grand rôle à ce niveau-là. Moi, en tant que puissance ou citoyen d'une puissance moyenne, ce que je constate, c'est qu'il y a quelque chose effectivement à jouer, et en particulier sur le défi que nous a lancé d'abord dans une certaine mesure et de manière polie et souriante M. Obama, et de manière parfaitement inconséquente et vulgaire M. Trump, mais au fond c'est le même défi, le défi de l'Union européenne. Et là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est dans l'outrance qui est employée depuis le début de l'émission par M. Ton, qui parle de l'Allemagne comme si nous étions en France suivistes vis-à-vis de l'Allemagne. Sur le plan économique, je ne suis pas loin de vous rejoindre. Sur le plan économique, seulement, il faut souvent découpler, pas toujours, mais souvent découpler l'économie et le géopolitique hardcore en quelque sorte. La France n'a pas attendu l'Allemagne pour aller au Mali. La France n'a pas attendu l'Allemagne dans sa position sur le Brexit face aux Anglais. La France n'a pas attendu l'Allemagne pour dire son fait à M. Poutine avant de tenter de se rapprocher de lui, ce que j'ai plutôt considéré comme une bonne chose. Pourquoi ? Parce que M. Macron a pris il y a 2 ans de cela, me semble-t-il, il a pris il y a 2 ans de cela la mesure de l'impossibilité d'aller plus loin, plus vite dans une Europe politique. Et par conséquent, il faut bien négocier, il faut bien discuter avec la grande puissance ou la grande puissance moyenne, peu importe, qui se trouve immédiatement à notre est. Et là, je pense que peut-être on peut se rejoindre aussi. Mais je pense que le côté archi-suiviste que vous dénoncez vis-à-vis de l'Allemagne, sur le plan en tout cas géopolitique, en fait, il ne correspond pas à une véritable réalité. Marc Andevelde et puis Emmanuel Todd. Marc ? Oui, sur le fait que les Américains et les Russes ne nous attendent pas, ça c'est une évidence. D'ailleurs, il y a quelques mois, en février dernier, Pierre Vimon, qui est l'envoyé spécial de la France pour la Russie, qui est un grand diplomate, qui a été missionné par le président de la République, l'a avoué aux sénateurs. Il a expliqué devant la commission du Sénat des Affaires étrangères qu'en réalité, son inquiétude aujourd'hui, on était il y a quelques mois, avant la crise du Covid, son inquiétude était que finalement les Russes se mettent directement d'accord avec les Américains, sans nous attendre, nous Français. Et donc là, on était dans l'analyse d'un grand diplomate chargé du dialogue France-Russe. Et donc là, on revient aux critiques qui ont pu être faites, y compris à l'égard de M. Macron, sur cette reprise ou continuation du dialogue avec la Russie. Effectivement, M. Ancel pointait le fait que ces dernières années, on avait pointé la puissance russe comme la principale menace au niveau sécurité pour l'Union européenne. Et c'est vrai qu'on peut se poser aujourd'hui on peut replacer ça dans un contexte global plus large, avec bien évidemment la Chine, ce qui se passe en Afrique. Donc, est-ce que la menace russe était celle à mettre en avant? On peut effectivement se poser beaucoup de questions à ce niveau-là. Mais c'est vrai que sur les inflexions que M. Macron a essayé de mettre en avant, y compris vis-à-vis de la Russie, je parlais tout à l'heure de la question de la confiance. Aujourd'hui, du côté de la diplomatie russe, la vraie question, c'est est-ce qu'on a quelque chose à attendre de la diplomatie française dans ce dialogue stratégique au niveau européen? Et pour l'instant, les prémices de dialogue qu'il y a pu y avoir n'ont pas donné grand-chose pour l'instant d'un côté comme de l'autre. Et donc la vraie menace, effectivement, d'un point de vue diplomatique, c'est que Américains et Russes s'entendent sur notre dos. Juste pour finir sur cette question-là, États-Unis, Russes, Union européenne, on parlait tout à l'heure de la Turquie. Il faut quand même savoir que l'opposition France-Turquie, donc j'en parlais tout à l'heure, a commencé à se développer du côté du terrain militaire en Libye, sur les affrontements en Libye. Et quand la situation sur le terrain s'est dégradée, notamment par rapport aux troupes du maréchal Haftar, eh bien, Russes comme Américains ont joué notamment la Turquie contre l'Union européenne, contre la France. Donc oui, effectivement, il y a un jeu géopolitique international où les grandes puissances n'attendent pas la France ni même l'Union européenne. Et Emmanuel Macron, dès l'année dernière, a parlé d'autonomie stratégique de l'Union européenne. C'est ce qu'il a proposé notamment à l'Allemagne. Et là, je suis d'accord que les Allemands peuvent entamer un dialogue à ce sujet, y compris dans une distanciation des Allemands vis-à-vis des Américains,
y compris par rapport à l'OTAN, y compris même dans l'establishment allemand par rapport à la question du parapluie nucléaire, par exemple. Donc il y a un vrai début de questionnement stratégique en Allemagne sur toutes ces questions-là. À l'inverse, comment faire pour faire évoluer ces questions stratégiques quand sur le terrain économique, les intérêts de la France et de l'Allemagne sont divergents, y compris par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. Alors Emmanuel Todd. Oui, d'abord, je suis content de voir qu'on est d'accord avec Frédéric Ancel sur la Russie. Donc, je dirais que, bizarrement, qu'on est peut-être d'accord sur le principal. Je voudrais juste ajouter que moi, je pense que les Français, c'est vrai, cette discussion sur ce que pourraient faire les Français dans cette éventualité d'un rapprochement, d'une sorte de recongestion du monde américano-russe, c'est une vraie question, en fait. C'est pas du tout évident. Moi, je pensais plutôt à un accord d'ordre idéologique et conceptuel. Je pensais aux difficultés qui existent à l'intérieur des États-Unis sur cette question du rapport à la Russie. Il y a des tensions internes terribles et ça n'est pas une plaisanterie, mais si les Français avaient l'appareil conceptuel et la volonté de parler fort sur ces questions, ça aurait donné un peu d'air à Trump vis-à-vis des vieilles gardes démocrates, impérialistes et autres aux États-Unis. Je voudrais quand même dire quelque chose sur un risque dont les Français ne semblent pas toujours conscients, parce qu'encore une fois, on vit avec les souvenirs de ce vieil Occident qui englobait l'Amérique et l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, incluant l'Allemagne, mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le degré d'énervement des Américains vis-à-vis de l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne est perçue comme un rival stratégique, je le disais. Les Américains ne veulent pas d'une Europe, qui est un continent quand même, à la fois dominé par l'Allemagne, en stagnation économique et en plus irresponsable militairement. Mais il faut bien voir qu'à partir du moment où les Américains considèrent l'Allemagne comme un rival, peut-être même comme un petit ennemi, pas un ennemi en un sens violent, mais un problème, un rival, le fait pour la France de coller à l'Allemagne nous met dans la cible pour les Américains. C'est-à-dire qu'en fait, on se met une fois de plus en prise de risque. C'est-à-dire que dire sans cesse, oui, avec les Allemands, ceci, les Allemands cela, etc., on se crée des ennemis de nouveau. Vous voyez ? Donc je trouve qu'il y a une sorte de réflexion à faire et ce qui m'inquiète dans notre discussion, c'est que on ne voit pas où sont les gains et les risques pour la France. C'est vrai qu'une politique internationale doit œuvrer à l'équilibre du monde, à la paix du monde, à l'égalité des nations, appuyée sur l'idée d'homme universel, certainement. Mais ce bel objectif doit quand même être compatible avec deux choses. Je dirais, la première chose, c'est les capacités matérielles d'action. C'est-à-dire, si on veut agir, il faut un peu d'armée, certainement, et aussi beaucoup d'argent. L'Allemagne, sur le plan militaire, n'est pas grand-chose, mais elle a énormément d'argent, et c'est à travers des mécanismes financiers et économiques qu'elle tient le continent. L'une des raisons pour lesquelles la France, Macron, s'est craché au Liban, comme toujours, c'est que le verbe, mais pas d'argent. Il fallait de l'argent, je veux dire, au Liban. Et puis, le troisième élément, c'est que quand même, au-delà de ces grands principes et de ces moyens, une politique extérieure doit servir l'intérêt national. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un gain concevable pour le pays. C'est-à-dire s'agiter sur le plan international uniquement pour faire respecter des principes universels, même pour des pays ayant l'envergure territoriale de la Russie, la puissance démographique de la Chine ou la puissance traditionnelle économique et de plus en plus démographique d'ailleurs des États-Unis, ça ne serait pas suffisant. La question de l'intérêt national doit être posée. Qu'est-ce qu'on veut obtenir pour nos propres citoyens ? Quand même un peu. Il faut penser un peu aux Français dans cette histoire. Alors justement, pour finir, il y a la question de la Chine, bien entendu, mais vous avez tous l'air
de dire que la France est de plus en plus contre la Chine, peut-être pas au point de s'allier avec l'Amérique et la Russie contre l'Allemagne et la Chine, comme a l'air de le souhaiter Emmanuel Todd. Mais enfin, et Frédéric Ancel, vous commenciez cette émission en disant que la France avait compris que la Chine était un adversaire. Et alors, pour rajouter ce que vient de dire Emmanuel Todd, quel serait notre intérêt à nous opposer à la Chine ? Ah oui, et même un adversaire systémique. Hein. Alors je crois qu'il y a plusieurs intérêts. Je suis d'accord sur l'intérêt national, bien sûr. Enfin, cela dit, l'intérêt national peut parfaitement se conjuguer avec l'intérêt d'un certain nombre d'équilibres dans le monde. C'est pas forcément, l'un n'est pas forcément exclusif de l'autre. Alors il y a plusieurs points. D'abord, les Chinois investissent de manière de plus en plus stratégique ou géostratégique. Alors évidemment, la route de la soie n'est pas la route des canons et des bateaux de guerre pour l'instant, en tout cas. Encore que depuis l'apparition du Covid, je constate quand même que la diplomatie chinoise est devenue extraordinairement violente dans ces termes, alors que jusqu'à présent, elle utilisait beaucoup plus de métaphores et de paraboles, en général liées à toute la ménagerie. Et là, on est devenu, on est monté en gamme qualitative en quelque sorte, et c'est la première fois, me semble-t-il, depuis au moins Mao, que la Chine est aussi agressive sur le plan diplomatique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les Chinois menacent un certain nombre d'alliés, et encore une fois, j'y tiens, c'est très important, d'amis ou d'alliés ou de clients de la France. C'est vrai dans l'Asie du Sud-Est, c'est vrai en Afrique. Et puis, on n'attendait pas la Chine aussi vite à Djibouti, hein. On n'attendait pas la Chine aussi vite en Méditerranée, dans des investissements stratégiques en Grèce, au Portugal, en Italie, peut-être bientôt en France. Et je pense que à terme, là, il faut tenir compte de cette représentation revanchiste de la Chine. Après tout, elle a sa propre légitimité, je ne le conteste pas. Les traités inégaux ont bien existé, les Occidentaux et les Russes ont bien humilié les Chinois au 19e et au début du 20e siècle, je ne le nie pas, mais ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, nous avons cette représentation revanchiste de voir redevenir, je dis bien redevenir, ce que les Chinois considèrent comme ayant été la première puissance du monde pendant des siècles et des siècles, et quitte à tout balayer, tout écraser. Alors là, pour le coup, sans valeurs universelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous apprécierez mon sens de la litote concernant notamment l'Afrique. Eh bien, je pense que de ce point de vue-là, la Chine doit être contenue. Et s'il faut la contenir avec une alliance plus forte, une amitié ou une alliance plus forte, j'emploie le terme à escient, une alliance de ce point de vue-là avec la Russie, je ne suis absolument pas contre, dans la mesure même où nous ne sommes pas les seuls, nous autres Français et Européens, à être menacés par ce nouvel impérialisme chinois, mais la Russie l'est aussi. Vous savez qu'en Sibérie orientale, vous avez 5 ou 6 millions de Russes, il y a déjà beaucoup plus de Chinois localement, et la Russie et notamment M. Poutine est extrêmement vigilant, extrêmement attentif à la montée en puissance de la Chine dans ce secteur, et on oublie trop souvent que la Russie est également une puissance asiatique. Donc pour moi, aujourd'hui, le défi, il est européen. Merci, entre guillemets, je le dis un peu par boutade, à M. Trump, mais j'espère que dans un mois, il ne sera plus président des États-Unis. Merci à M. Trump de nous avoir mis devant un véritable défi. Je pense que l'Europe, comme l'a dit Jean-Yves Le Drian dans Le Monde daté du 20 avril, si ma mémoire est bonne, l'Europe doit être géopolitique. Fin de citation, je le cite, d'une part. D'autre part, il faut que nous nous rapprochions de la Russie, pas à n'importe quelle condition, mais notamment face au péril commun chinois, et puis que nous jouions, encore une fois, ce que nous avons, c'est-à-dire des valeurs, et bien évidemment l'intérêt national aussi, ça j'en disconviens pas du tout, et nous avons les moyens d'une puissance moyenne pour défendre nos intérêts et ceux de nos alliés, et il faut la jouer. Les rapports de force, ça s'assume. Alors il vous reste 2 minutes chacun, Marc-Anne Develde et ensuite Emmanuel Todd. Sur le rapport d'Emmanuel Macron à la Chine, il est quand même moins clair que ce que analyse, de mon point de vue, Frédéric Ancel. C'est-à-dire que ces derniers mois, voire ces dernières années, depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron a multiplié les ambiguïtés à l'égard de Xi Jinping et de la Chine. Bien évidemment, il a investi sur ce qu'on a appelé là tout à l'heure l'axe Indo-Pacifique, ça c'est vrai, mais dans le même temps, il a multiplié les voyages en Chine. Et donc, on est encore là dans une incertitude et une incohérence de mon point de vue quant au présupposé diplomatique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Chine. Et effectivement, tout cela par rapport à une difficulté stratégique, géopolitique du côté européen. Emmanuel Todd.
Oui, alors en ce qui concerne la Chine, alors honnêtement, l'attitude de Macron sur la Chine m'intéresse pas beaucoup. Je le confesse, et je l'ai dit à plusieurs reprises. Quelquefois, je doute de l'existence d'un cerveau dans le crâne de Macron. Ce qui m'intéresse plus, et finalement plus que la pensée de Macron sur le sujet, c'est celle de Frédéric Ancel. Et là, je constate avec plaisir que quand il parlait de la Chine, bon, je laisse le petit bout sur l'Europe à la fin, bon, voilà. Et quand il parlait de la Chine, des alliés, de la priorité, etc., j'étais juste 100% d'accord avec Frédéric Ancel. C'est-à-dire que là, on était dans une perception réaliste des problèmes du monde. Mais dans le rapport à la Chine, qui est le problème qu'il a dit, ben, on n'a presque que des alliés, finalement. Il y a le Japon, il y a l'Inde, enfin, il y a presque les États-Unis, presque tout le monde. L'Allemagne, de mon point de vue, a été très hésitante et je ne sais pas où elle en est, mais ça pourrait changer, finalement. Et puis, bien sûr, on est d'accord aussi sur la nécessité ou le bonheur que ce serait pour l'équilibre mondial d'une Russie qui ne serait plus contrainte à l'alliance chinoise. Voilà, et donc j'étais tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la Sibérie et sur la peur fondamentale de la Russie. Donc je suis content de terminer. Alors attendez, il nous reste 3 minutes. D'accord sur le principal problème. Il nous reste 3 minutes. Les élections américaines, c'est dans très peu de temps. Qu'est-ce qui changerait, d'après vous, Emmanuel Todd, si c'était Joe Biden qui était élu? Sur la Chine, rien du tout, je crois. C'est-à-dire que la vraie... Vis-à-vis de la politique étrangère des États-Unis en général. Ah bah non, mais la chose fondamentale aux États-Unis, c'est qui s'est passé sous Trump, c'est la prise de conscience de ce que la Chine était l'ennemi principal. C'est-à-dire que Trump est arrivé avec une conception assez économique de la rivalité avec la Chine, avec son idée de protection de ce qui restait de classe ouvrière américaine. Et puis, petit à petit, l'establishment géopolitique américain, le Parti démocrate, tout le monde a compris que le moment était venu, si c'était possible, et je pense que ça l'est tout à fait, d'arrêter la Chine. Donc la victoire de Trump, mais c'est la seule, parce que ça contraste même avec l'ambiance de schizophrénie idéologique qui s'est maintenue aux États-Unis. Il m'est arrivé dans des discussions avec des Américains de me dire que finalement, c'est triste à dire, mais le conflit avec la Chine pourrait être restructurant pour la société américaine. Ça, c'est terrible, hein, c'est ce qu'on ne dit pas. C'est que les conflits extérieurs sont structurants pour les sociétés. Et l'accord général sur le problème chinois pourrait être aussi le début d'une solution pour les États-Unis. Alors pareil, même question, Frédéric Ancel, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que ça changerait éventuellement, d'après vous, si c'est Joe Biden qui est élu ? Pour moi, c'est l'OTAN. Je pense que Trump mettra fin à l'existence de l'OTAN. Ça, j'en suis à peu près convaincu. Il a déjà menacé à plusieurs reprises. Alors, c'est vrai qu'il a tout dit et n'importe quoi en 4 ans, mais enfin, là, on est vraiment sur une constante. J'ajoute d'ailleurs que Barack Obama, je le répète, le disait lui de manière extrêmement civilisée et polie, mais vous savez, pendant 8 ans, Obama considérait que c'était beaucoup trop cher, que l'OTAN était devenue trop cher, qu'il fallait se rééquilibrer. Vous savez que c'est lui qui a initié le fameux pivot. On dit l'Amérique se retire. Ce n'est pas exact. L'Amérique, elle bascule vers l'Indo-Pacifique, ce qui est très différent quand même. Et Obama considérait qu'il fallait que chacun des membres de l'OTAN, notamment des membres européens de l'OTAN, vous savez, mette au pot en concurrence de 2% du budget respectif de ces États dans la défense. Bon, seule la France, la Grande-Bretagne, je crois, le Danemark, le font. Les autres ne le font pas. Donc là, M. Trump récemment s'est énervé et il a sorti symboliquement plusieurs milliers d'hommes d'Allemagne pour les envoyer dans une autre base de l'OTAN. Symboliquement peut-être, mais je pense que là, pour le coup, il mettrait fin à l'OTAN. Et là, le défi serait immédiat pour nous autres Européens. Et comme vous le savez, Frédéric, j'aime bien faire réagir, donc je vais faire réagir. Je pense qu'à ce moment-là, il faudrait que nous autres Français nous rapprochions, quelle que soit la réalité du Brexit. Et malheureusement, c'est une réalité, je la déplore, mais c'est ainsi. Et je crois que c'est définitif. Et tant pis pour les Anglais qui ont suivi les mensonges de Johnson. Mais sur le plan strictement stratégique, je pense que là, nous devrions absolument nous rapprocher des Britanniques pour créer peut-être ou recréer une forme de noyau stratégique qui n'exclurait personne en Europe, qui n'exclurait pas la Russie, qui n'exclurait réellement personne en Europe, voire sur les autres continents, mais pour, encore une fois, nous défier de la menace systémique qui nous arrive, c'est-à-dire celle de la Chine. Dernier mot, Marc Andevelde, si c'est Biden qui gagne, ça change quoi pour vous ?
Moi, je crois que sur le temps long et sur le temps diplomatique et géopolitique, ça ne changera pas grand-chose. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par M. Ancel comme M. Todd. Et en réalité, c'est difficile pour les Européens comme pour les Français de reconnaître cela, parce que ça serait reconnaître que l'Europe est aujourd'hui devenue la périphérie du monde par rapport aux États-Unis et à la Chine notamment. Et ça, par rapport à 20 ans, 30 ans de politique post-chute du mur de Berlin, on est aujourd'hui, dans les milieux diplomatiques français comme européens, en difficulté de réflexion pour trouver une autre stratégie là-dedans. L'émission est terminée. Je vous remercie tous les trois d'y avoir participé. Je vois malheureusement Emmanuel lever le doigt, mais c'est trop tard. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.